On les envoyait dans des internats religieux, catholiques ou presbytériens, je ne sais pas exactement. Chrétiens en tout cas. Les enfants ont été christianisés de force. On les a élevés dans des croyances qui n'étaient pas les leurs. Ils ne pouvaient pas utiliser notre langue. Ils n'avaient pas le droit de parler à leur famille, à leurs frères et sœurs. Beaucoup de larmes ont été versées. Lee aimerait éveiller la conscience des Premières Nations au mode de vie traditionnel. Et cela commence par les petites choses du quotidien. Nous n'avions pas ce genre de gants. Nous portions des moufles en peau de caribou. Ces moufles étaient très efficaces pour protéger du froid. Et les caribous ne manquent pas par ici. Lee s'efforce de concilier ses traditions et la vie d'aujourd'hui. C'est pourquoi il n'hésite pas à utiliser une foreuse lorsque la glace dépasse 1 mètre d'épaisseur. Les membres des Premières Nations ont souvent du mal à faire le grand écart entre vie traditionnelle et vie moderne. Autrefois, la pêche sur glace était l'un des moyens qu'avaient les gens du Nord pour subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, c'est avant tout un passe-temps. De nombreux membres des Premières Nations doivent lutter contre les fléaux de la drogue et de l'alcool. Lee a bien connu ça lui aussi. À présent, il vient en aide aux jeunes et s'investit pour un retour aux traditions de ses ancêtres. C'est précisément ce qui l'a aidé à remonter la pente. Pas une touche, les poissons sont tous à l'école. Pour Hugh et Vlad, la route se poursuit vers le nord. Oh, je connais ce gars. Salut, on vient de se croiser, je vais dans le nord. Comment est la route? Pas trop mal jusqu'au kilomètre 220. Par contre, mets les chaînes, c'est assez glissant dans les montées. En gros, c'est comme d'hab. Ouais, comme d'hab. Bonne route. La température ne remonte jamais au-dessus de moins 25 degrés. L'an dernier, on a eu 8 semaines à moins 60, pas une seule journée au-dessus de moins 40. Par ces températures, le métal devient cassant et peut se briser. Si ça arrive, c'est la panne. On ne peut pas sortir, donc il faut un sac de couchage prévu pour moins 40 degrés. Bref, t'as intérêt à être paré. Scott a de la famille sur la route de glace. Il compte y dormir ce soir, mais il n'arrivera pas avant la tombée de la nuit. De simples branchages placés à intervalles irréguliers sont là pour indiquer le chemin à suivre sur les lacs gelés. Difficile de les distinguer de nuit. Et pour pimenter le tout, il se met à neiger. Scott n'a plus qu'à espérer que ce ne soit pas une tempête de neige. Un blizzard disperserait toutes les marques de manière définitive, et les masses de neige l'obligeraient à faire halte. Ce que Scott redoute le plus, c'est le whiteout, l'enfer blanc, une forte tempête glacée qui survient parfois dans les paysages ouverts. Dans ce cas, s'orienter devient totalement impossible. Lors d'un whiteout, le mieux c'est de rester où tu es. Souvent, les gens passent des heures et des heures à tourner en rond, jusqu'à l'épuisement. Par chance, la tempête faiblit et Scott peut poursuivre sa route. Il compte rattraper le temps perdu. Mais soudain, une fraction de seconde d'inattention lui a coûté une sortie de route. Dans son malheur, Scott a de la chance.
il se trouve déjà à portée de radio de la localité la plus proche. Au bout de quelques minutes, les secours sont là. Le pick-up de Scott est bloqué dans une congère. Le deuxième véhicule n'a aucune prise sur la piste verglacée. Les deux hommes tentent d'extraire l'engin de Scott alternativement par l'arrière et par l'avant. La stratégie finit par payer. Et comme ici tout le monde se connaît, Scott n'a pas à s'inquiéter pour l'hébergement de cette nuit. Vlad et Hugh ont pratiquement atteint leur objectif de la journée. À 800 km au nord de Winnipeg, ils traversent le fleuve Nelson, sur le mur de barrage d'une centrale hydroélectrique. Le Canada est l'un des premiers producteurs d'énergie hydroélectrique au monde. Elle constitue plus de 90% de l'approvisionnement en énergie de la province du Manitoba. Les deux routiers franchissent le dernier lac de la journée au pas. Rester bloqué ici serait très dangereux, car des fissures peuvent se former dans la glace. Alors, pas question de dépasser les 5 km/h. Entre la glace et la surface de l'eau se trouve de l'air. Sous le poids des camions, la glace se rapproche un peu plus de l'eau. En gelant au niveau de la couche inférieure, elle permet aux fissures et failles d'être comblées. Malgré toute l'expérience du monde, ce genre de traversée reste une entreprise très périlleuse. Il est tard lorsque Vlad et Hugh atteignent enfin leur lieu de stationnement, en bordure de la route de glace. Dans leurs engins, ils ont tout ce qu'il leur faut pour la nuit. Alors, c'était comment aujourd'hui? On s'est bien débrouillé, on a fait un bon chrono. C'est bon, j'ai fini. La paperasse est remplie, je ferme la boutique. On se lève à quelle heure demain? Vers 6 h, ça te va? Du moment que j'ai mes 13 heures de sommeil, c'est bon. Tout ça pour avoir bonne mine. Ouais, chez toi ça sert plus à rien, t'es irrécupérable. Si je suis trop moche pour passer à la télé, je me contenterai du pognon. Ok mon vieux, à demain 6 heures. Bonne nuit. Bonne nuit. La deuxième étape s'étend de Norway House à God's Lake. Près de 300 km sur la neige et la glace, au cœur d'un paysage vallonné. Le lendemain matin, l'été, cette région n'est que marécage, lacs et marais. Impossible d'y faire passer un bateau ou un camion. Des pistes ne sont aménagées qu'en hiver, sur la neige et la glace. S'ils trouvent que la glace n'est pas assez épaisse, ils envoient une équipe avec de grosses machines de forage et ils creusent un trou. Du coup, l'eau afflue vers la surface et se déverse sur la glace.